On démarre. Bonjour. Alors, 8 mars 2020, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Je vais manifester à ma façon quelque chose que j'ai proposé comme étant la voix du féminin. Vous pouvez écrire voix comme vous voulez. C'est toute la richesse de la langue de pouvoir permettre d'entendre quelque chose de différent à partir de ce qui est énoncé. Le 8 mai 1973, Lacan commence son séminaire par « Je pense à vous ». Ça ne veut pas dire « je vous pense ». Et parti sur la question de la pensée, de la science traditionnelle, comme il l'appelle, il propose que, et là je suis avec lui, c'est pour ça que la dernière fois j'avais proposé Lacan à l'opéra, puisque je suis psychanalyste et chanteur d'opéra. Ça veut dire que je chante tous les jours, que c'est dans ma peau. Voilà, c'est comme ça. C'est venu tout d'un coup comme ça, et puis c'est rentré dans le corps. Alors, vous voyez que j'introduis d'emblée quelque chose qui est la question du corps. La question de ce qui anime. L'animal que nous sommes. Parce que quand on chante de l'opéra, on chante comme un animal. Je vais en dire un mot sans doute. Alors, le 8 mai 1913, Lacan propose quand même d'essayer de définir un peu de quoi on part. De quoi on part. Justement pour se différencier de cette science traditionnelle de la pensée. Et il démarre bien sûr sur ce qu'il a toujours soutenu, c'est-à-dire sur la question qu'il développe, sur cet axiome comme ça. L'inconscient est structuré comme un langage. Et il précise. Il dit l'inconscient c'est. Plus exactement, d'abord, l'inconscient ce n'est pas. Voilà. Ce n'est pas que l'être pense. Comme le pense la science traditionnelle. Et après avoir bien dit ce n'est pas, il dit maintenant, je vais dire c'est. L'inconscient sait que l'être en parlant, et vous voyez qu'il y a déjà le par-l'être qui est là, que l'être en parlant jouisse. Et, j'ajoute, dit-il, ne veuille rien en savoir de plus. Il y a des signifiants des mots là, plus, par l'être. Et il continue. Et j'ajoute, rien en savoir du tout. Et il enchaîne. Il n'y a pas de Wissentrieb, de dérive, de désir. Dérive, c'est comme ça que Lacan va partir le drive, là. Il n'y a pas de désir de savoir. Freud en parle évidemment, mais finalement, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il se contredit. Il va dire à d'autres moments, il y a plutôt une horreur du savoir. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, finalement, c'est quoi ? C'est que l'homme,
La transcription de Miller, c'est l'apostrophe. Mais je crois qu'on peut dire, comme l'a bien rappelé plusieurs fois Patrick Vallas, l'homme, L-O-M. L'homme, on est vraiment dans le son, là, dans la voix, dans ce que crée la voix. Hein. L'homme, c'est parfaitement tout ce qu'il a à savoir. Et, c'est ça l'inconscient, et particulièrement, ce savoir est limité par une jouissance insuffisante que constitue qu'il parle. Alors là, après on va partir sur le... Je vais certainement dire un mot, parce qu'on ne peut pas aborder la voix, ben oui, évidemment que c'est ça, sans parler du christianisme, ou du moins des religions. Il parle là-dessus, il va dire, ouais, faudrait peut-être un peu qu'on revienne, je vais en dire un peu en mots, je ne sais pas exactement ce que je vais dire, mais je me laisse un peu guider comme ça par je ne sais pas trop quoi, mais ce qu'on appelle comme ça quand on parle, parce que je vais leur dire à nouveau ce truc-là. Hein. Parler, c'est pas lire quelque chose, c'est-à-dire que c'est de l'extemporané, c'est quelque chose qui tout à coup, hein, le discours analytique, c'est pas un discours déjà là, hein, c'est tout à coup quelque chose qui surgit, voilà, qui surgit, hein, dans la modulation de la voix, par exemple, il y a quelque chose qui apparaît, à condition qu'effectivement, bien sûr, celui qui a cette place-là, cette place de, on dit de semblant, hein, avec Lacan, bon, je ne vais pas trop détailler ça, mais eh ben, il a un rapport au réel qui permet justement que ce quelque chose advienne. Parce que ce qu'on a à entendre, évidemment, c'est ce qui ne cessait pas de s'écrire, de se dire, la nécessité cesse. Voilà, bon. Alors donc, j'ai dit un peu quelques références comme ça, là, importantes. Autrement dit, parler, c'est pas faire de commentaires. C'est pas de faire de commentaires sur l'opéra, c'est pas, quand on est analyste, hein, c'est pas de faire de commentaires sur l'histoire, ou alors, si on va dans cette direction-là, je vais quand même y aller, évidemment, hein. Ben, c'est comme quand on est sur un divan, il y a quelque chose qui tout d'un coup peut apparaître. Alors c'est justement ça, quelque chose de ce manifeste-là qui concerne, je dirais depuis toujours, mais pas dans les assemblées, pas dans les messes, hein, qui concerne la voix du féminin. Oh, je l'ai dit la dernière fois, il y a 2000 ans, voire 3000, je ne sais plus exactement, il y a un empereur chinois là, qui est... Vous savez, c'est eux qui avaient la charge de tout là-bas, hein, d'initier un peu toute la population à tout. Hein. Il s'est mis à écrire le fait que la musique, c'est important. Hein. C'est important quand même qu'on apprenne la musique, hein, bien sûr. Mais surtout la musique où la musique obéit aux mots. C'est-à-dire qu'on comprend, on pense et on comprend. Voilà. Parce qu'ils disent, il écrit, il y en a une autre qui est prétentieuse, là, qui est capricieuse. Celle-là, il faut s'en méfier parce qu'elle est féminise. Elle féminise. Alors dans ce que je vais dire, je ne sais pas trop comment ça va venir, mais on va avoir référence aussi à ces trois types de jouissance dont parle Lacan là, avec son Uber homéen, hein, qui n'est pas spécialement à comprendre, hein, évidemment. Hein. C'est que dès que je parle, je ne sais pas si tu peux le donner, là, dès que je parle, finalement, tout est en jeu, là. Alors, il y a bien sûr une mise à plat qui est possible, hein. On va peut-être la voir, on verra. Mais dans cette histoire, c'est le fait que
ça a été... Je ne sais pas du tout si c'est tout à fait ça, mais on peut y aller quand même, bien comme ça qu'on avance, puisque l'idée, c'est d'essayer un peu de préciser, ce truc, ce machin, là, que Lacan va lancer un jour, là, comme ça, là. Alors, vous voyez bien que je me réfère effectivement, je dirais essentiellement, je pars de là où Lacan arrive, là, au champ de la jouissance, hein. Et ce quelque chose comme ça qui ne va pas de soi. Dans le dernier séminaire des Noms du Père, alors c'est quelques mois avant qu'il aille à Rome, là, on est en 71, pardon. Il dit il y a quand même un truc qui est problématique, hein, un truc qui est problématique. Hein. C'est quand la jouissance, il est allé apparemment il est allé à un congrès de sémiotique, comme il dit, et il parle de la jouissance, qu'on appelle la jouissance phallique, celle qui est liée comme ça au signifiant, comme étant une jouissance sémiotique, et il dit le problème, c'est ce qui est problématique, mais c'est problématique, c'est important que ça soit problématique, c'est pas du tout un truc qu'il ne faut pas. Hein. C'est quand la jouissance phallique vient je ne sais plus quel terme, enfin, vient se nouer avec la jouissance du corps. Je pourrais avancer, je suppose que c'est ça qui un jour m'est tombé dessus, quand j'ai entendu le cri de Don Juan. Bien sûr, il faut du temps pour arriver à en dire quelque chose. Enfin, c'est certainement ça qui fait que je suis là, de toute façon, avec vous. Hein? Donc l'idée, c'est... Parce que c'est quoi l'opéra? Si on sort de l'historiole habituelle, là, comme ça n'empêche pas de la connaître, hein, je vais en dire un mot. Hein. C'est effectivement la question de l'opération du féminin. Comment on opère ça? On a essayé de l'enlever, évidemment. Mais plus on s'y oppose, eh bien, plus ça montre qu'il est présent, féminin. Évidemment. Hein. Alors après cet empereur, là, il y en a eu d'autres. Hein, bon. Il y en a eu d'autres, parce que finalement, on a associé comme ça les orgies, les bacchanales, et puis le féminin, et puis le vin, et puis la fête, et puis les fêtes, et puis voilà. Parce qu'il y a quand même quelqu'un dans tout ça, il est ubiquitaire, celui-là c'est un dieu particulier. Il est ubiquitaire parce que son père, évidemment, c'est Zeus, hein, l'Olympien. Sa mère, c'est une terrienne, c'est-à-dire qu'un jour, Zeus, parce qu'il s'ennuyait bien sûr à l'Olympe, évidemment. Donc il est venu un peu séduire une terrienne, puis elle avait 3 sœurs. Agapé, Antinoé, et je crois Inos, une chose comme ça. Alors il avait la particularité, Zeus, de venir, mais il voulait rester invisible. Puis alors les 3 sœurs ont dit assez mêlées, bah écoute, c'est quand même pas normal, tu devrais savoir ce qui t'arrive là. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors vous le regardez, puis évidemment c'est l'éclair. C'est l'éclair, elle meurt immédiatement. Enfin, ça, ce que je vous raconte, c'est évidemment, c'est l'historiole, c'est l'histoire. Et puis, à partir de là, le Dionysos, là, le petit qui s'appelle, qui n'a pas encore ce nom-là, ça va venir après, hein, eh bien, Zeus va le récupérer et le mettre dans sa cuisse, d'où l'histoire de la cuisse de Jupiter, vous savez, l'histoire, là. Et puis après, il va naître comme ça. Bon, mais je ne vais pas insister là-dessus. Ce que je veux seulement dire, là, c'est la chose suivante. C'est que, et ça c'est dans les tragédies grecques, hein, notamment là, les bacchantes d'Euripide, hein, mais il en prend un coup, là, le roi, hein, qui veut pas croire Dionysos, hein, c'est que c'était les femmes qui entendaient l'appel de Dionysos, de la flûte de Dionysos.
C'est-à-dire qu'au moment où elles entendaient l'appel, elles laissaient tout en plan. Elles étaient mises en direction d'un lieu. Pas étonnant donc que Pinté, là, le fameux, là, le roi, qui est en jeu là dans les bacchantes, hein. Et bien finalement, il a voulu venir voir, hein, mais alors il s'est bien mal lui a pris parce que finalement, évidemment, il a fait, on va dire, un acte manqué, puis il s'est fait repérer. Et après, il s'est fait mettre en morceaux, parce que c'était pas la rigolade. Hein. Bon, je m'égare un peu, mais c'est seulement pour montrer qu'il y a donc ça. Hein. Et puis alors, évidemment, il y a le fameux Saint Paul, là. Hein. D'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et puis les femmes ne peuvent pas chanter, hein, ne peuvent même pas parler. Ne doivent pas. Hein. Alors je vais un peu vite parce qu'il y en a une quand même dont je voudrais parler. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Alors après, on s'est posé des questions, parce qu'il y avait quand même un truc quand même dans les communautés religieuses, c'était que tout se passait, les assemblées, ça se passait una voce, d'une seule voix. Alors comment faire, hein, s'il n'y a que les hommes qui peuvent chanter? Alors on s'est débrouillé assez rapidement, là, comme ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces voix qui chantaient, l'opéra, enfin qui chantaient à ce moment-là, hein, sur la scène religieuse, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas arrêter. Alors bon, je prends un truc, par exemple, voilà. Un truc qui est ceci. D'emblée apparaît dans les cérémonies, lorsqu'on rassemble un peu les gens comme ça pour les cérémonies, on va mettre une petite tribune au début du chœur qui s'appelle l'ambon. Et là, à cet endroit-là, c'est les hommes qui vont venir. Alors, il y aura les lecteurs. Alors le lecteur, il lit, hein, c'est tout. Hein. Attention, il faut qu'il reste recto tono, là. Hein. Surtout pas qu'il bouge. Hein. Pas d'effet de théâtre, rien. Et donc le lecteur. Et puis il y a l'autre. L'autre, il s'appelle le chantre. On pourrait dire que c'est un chancre, finalement. Parce que justement, progressivement, il va se faire remarquer. Il va laisser pousser ses cheveux, alors que l'autre, vous savez, la tonsure, le machin, là, rien ne passe. Et puis il y a des petites modulations dans la voix qui vont apparaître. Alors on va quand même les former d'une certaine manière. Hein. Tout ça, c'est quelque chose que précise notamment, là, au VIe siècle, Isidore de Séville, dans un traité qui finalement montre bien l'importance de comment faire pour que la voix du féminin soit écartée, et surtout, justement, écartée du fait qu'elle était hyper présente, bien sûr. Et puis alors, au Moyen-Âge, il va y avoir, vous savez, les fameux... Bon, en 1000 à peu près, je ne sais plus exactement la date, mais il va y avoir... on va faire... Guy d'Arezzo va définir 6 notes, là, du ut jusqu'au la, à partir d'un poème de Saint Jean-Baptiste. Il manque le si, on va le trouver. Hein. Et puis, il va y avoir après les musici et les cantores. Les musici, c'est ceux qui font la musique, mais au sens d'une philosophie et d'une théorisation. Ils ne chantent pas, ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont très bien. Hein. Les cantores, par contre, ils sont peu fréquentables parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand ils chantent. Alors, pendant tout ce temps-là, bien sûr, ils ont réglé la question comme ils ont pu. Ils se sont dit, comment faire? Alors, dès le 5e siècle, parce qu'il n'y avait pas une interdiction de chanter, quand même, hein, pour les femmes, les voix de femmes. Les femmes, elles se sont réunies en petite assemblée dans des couvents. Et puis là, elles ont pu chanter comme elles voulaient. Voilà. Ça s'est réglé comme ça. C'est pas qu'elles ne puissent pas chanter, c'est que ça perturbait. Les hommes, c'est les hommes qui disaient ça. Hein. Alors les hommes, je pense qu'ils devaient être un peu dans ce truc-là. Hein. Les hommes,
ils rêvaient de la femme qui les rêve. Hein? Comme dit Lacan, la femme qui n'existe pas, justement. Alors vous voyez qu'on arrive déjà à travers tout ça dans quelque chose qui est, à partir de la voix, quelque chose qui apparaît donc sur la scène, hein, sur la scène religieuse. Et puis alors, évidemment, il y a une question qui se pose beaucoup, c'est ce même Isidore de Séville qui, moi je retiens, je veux dire, insignifiant. Mais insignifiant, évidemment, vous savez, le signifiant d'emblée, si on reste aux effets de signifiant, c'est la mort du signe. Hein. Il sort un truc assez extraordinaire, je trouve. C'est du latin, évidemment, on écrit en latin. Acuta. Acuta. Alors il dit, là, il parle du chantre, hein, on laisse du côté le lecteur. Et il dit, il faut que la voix soit agréable, harmonieuse, tout ça, et aiguë. Acuta. Alors aigu, c'est quoi? Aigu, c'est qu'il faut qu'elle soit assez forte pour qu'on l'entende, mais c'est aussi la hauteur de la voix. Et alors là, on est bien ennuyé parce qu'on peut arriver à ce que la voix, les voix de garçons, hein, parce qu'on va organiser tout ça, on va faire des maîtrises aux cathédrales, moi je suis passé par là, hein. Je suis bien content d'ailleurs, parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais enfin, pas tellement ça, ce que je vais vous dire maintenant. Hein. Ce que je vous dis, évidemment, je ne l'ai pas appris là. Hein. Eh bien, et puis on va donc organiser progressivement, là, après avoir défini ce fameux intervalle, là, de quinte diminuée ou de quarte augmentée, le triton diabolicum, là, hein, ça c'est les musiciens qui ont bien défini ça. Hein. Quant au reste, ils n'en ont rien à foutre de ça. Bon. Et on va arriver comme ça progressivement au moment de la Renaissance, au fait qu'il y a quelque chose quand même qui est... Je reviens toujours à la voix. Je vais dire un peu tout à l'heure comment il est possible d'envisager la voix par rapport à l'opéra. Hein. Il y a quelque chose qui apparaît au Portugal et en Espagne, lors de la conquête de l'Espagne et du Portugal par les Arabes. Hein. Si vous allez à Cordoue, c'est assez extraordinaire de voir un peu les jardins, les mosquées, etc. Bon. Eh bien, évidemment, ce qu'ils amènent avec eux, des gens qui ont une culture importante, hein, notamment à ce moment-là, dans les années 950-1000, à peu près, ils amènent des eunuques et des eunuques qui chantent. Alors, ce n'est pas tout à fait la voix qu'on connaît. Alors, il y a un truc quand même qui est particulier. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Alors, on trouve actuellement dans des écrits du XIIe siècle à peu près l'importance de ce que ça produisait, hein, dans les cours, là, Et puis évidemment, ça va arriver au niveau des cultes, hein, du culte chrétien, tout ça. Hein. Ça va tellement bien arriver que ça va régler une question. La question de cet acuta, de cet aigu. D'une part, parce que c'est beaucoup plus puissant, évidemment, que les voix de garçons, dans les aigus, dans les voix de soprane, je ne sais pas si ça s'appelait soprane à ce moment-là, mais enfin c'est les sopranes. Et l'Église, finalement, accepte ça sans problème. Parce que, évidemment, les princes de France et de Navarre, enfin de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, ils se précipitent là-dessus, ils en font appliquer. Alors ça donne c'est un peu l'encoronavirus, là, hein, l'encoronavirus, là. Et ben ça donne une idée aux Italiens, là, hein, notamment à Naples. On va en fabriquer, on va fabriquer des voix comme ça. Donc, a lieu cette intervention, cette opération, c'est l'opération de la castration. Alors l'Église ne dit pas trop grand-chose, hein. Parce que rien n'est à éviter pour la gloire de Dieu. Voilà.
C'est un peu la réponse. Après tout, la gloire de Dieu est plus importante que la virilité. Voilà, c'est à peu près le truc, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça semble remplacer un peu comme ça le fait que... Parce que pendant tout ce temps-là, évidemment, les femmes pouvaient tout à fait chanter. C'était pas recommandé, c'est tout. Il y a eu pendant un siècle seulement où les voix de femmes ont été interdites au Vatican. De 1680 à 1790. Et là, ça vous amène 1790, bon, ben, c'est la mort de Mozart, pour situer un peu les choses, comme ça. Donc les femmes pouvaient chanter, mais elles ne chantaient pratiquement pas. Parce que c'était pas... Je dirais comme ça, non licette. C'est pas le C17, c'est non licette, justement. Et on avait bien prévu quand même que ça rendait les... Alors le fameux Triton Diabolicum, là, ça rendait les femmes folles, on disait. Bon, c'est les mecs qui disaient ça, bien sûr. Alors, tout ça, ça peut nous faire penser à ce qu'on peut nommer un peu comme ça, nous, comme ça, là, dans notre jargon avec Lacan, la jouissance phallique. La prégnance de la jouissance phallique, ça ne veut pas dire que c'est identique, mais c'est... Et c'est quelque chose qui n'est pas complémentaire du tout, une autre jouissance, qui est du côté du féminin. Parce que, alors là, il faut que je vous dise ça, parce que c'est quand même important. Quand vous discutez de l'opéra, des voix à l'opéra, évidemment maintenant, il y a une répartition, selon le sexe anatomique, on va dire, génotypique. Là, les voix d'hommes, les voix de femmes, ça survient. Finalement, c'est Mozart, je crois, qui introduit ça avec les derniers opéras. Enfin bon, c'est pas lui qui l'introduit, mais ça vient dans la suite. Ça vient à la fin du XVIIe. Oui, alors donc, à la fin du XVIIIe, pardon, au début du XIXe. Et puis ça va après être en Italie, tout à fait, avec le bel canto, Bellini, Monteverdi, etc. Bon. Mais, il y a quelque chose. Alors, quand on parle des voix à l'opéra, qu'est-ce qu'on fait? Comment on raisonne habituellement? Comme les penseurs. Il y a les voix qui peuvent chanter des partitions à un certain niveau. Donc on sélectionne comme ça quelqu'un, on le fait chanter, là, on sélectionne. Puis on dit, elle est soprane. Alors si on a un peu plus mal, on dit, elle est soprane, dramatique, elle est soprane, etc. Bon, ça ne veut pas dire que la voix est tout à fait là, mais il y a quelque chose dans la voix qui peut s'entendre comme ça. Autrement dit, dans l'opéra, on va répartir les voix selon les hauteurs entre, en gros, ce qui était déjà le cas avant que l'opéra véritablement apparaisse. On retrouve ça dans les chants religieux, dans les polyphonies de Pergolèse, par exemple, Stabat Mater, etc. Bon, eh bien, on va répartir ça entre les voix hautes du côté des femmes, ça va être les sopranes. Les voix hautes du côté des hommes, c'est les ténors. Les voix moyennes, ça va être les mezzos, aussi les altos, etc., chez les femmes. Et puis, chez les barytons, chez les hommes. Et puis, les voix qui sont plus basses, tout à fait basses, c'est les basses, effectivement, chez les hommes. Mais, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans l'histoire. On parlait tout à l'heure du 8, là, de ce séminaire de Lacan, là, quand il continue par Paris s'amuse un peu, il parle du dimanche. À écrire en 2 mots, c'est comme dans la 3e, et l'important c'est d'entendre le dit ce que. Le dit ce que qui n'est pas le discours courant. Eh bien, il y a quand même quelque chose qu'on n'en a aucune idée au début. Je ne sais pas si vous en avez une idée, mais dès que vous montez dans les hauteurs, vous chantez. Bon. Il y a quelque chose qui devient de moins en moins, comment dire ça, de moins en moins évident. C'est-à-dire que la parole divine, si on revient à ça, elle se brouille. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus trop ce qu'on chante.
on ne comprend plus trop ce qu'on chante parce que l'animal chantant qu'on est, il est mal foutu. C'est bien plus simple pour l'animal. Hein, j'ai fait dire à Lacan, en juin 65, je crois, ma chienne, elle chante. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre des occlusives. Plus on monte, moins les occlusives fonctionnent. Donc, c'est peut-être ça d'ailleurs qui marche, enfin je ne sais pas, peut-être ça qui marche dans les modulations de la voix. Un réel comme ça qui viendrait là-dedans. Hein. Puis alors, quand c'est vraiment quelque chose qui ne marche plus du tout, hein, quand ça ne marche plus du tout, hein, quand il n'y a plus de coupure, hein, parce que c'est ça. Hein. Alors on sait, nous, Patrick Vallas en a beaucoup parlé, là, puis il a raison, en reprenant l'enseignement de Lacan, l'importance de la coupure hein, dans la langue parlée, là, dans ce babil. Finalement, c'est la voix de la mer qui est en jeu, là. C'est la voix. C'est l'opéra. On est d'emblée dans l'opéra, là, hein, dans cette opération-là, hein, d'emblée. Hein. Et du coup, évidemment, l'enfant, a priori, il peut entendre tous les sons. Hein. Tous les sons. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement un mystère autour de cette coupure-là. Hein, alors, voilà, quand l'implosion, l'explosion, la coupure cesse, c'est ce que Lacan dit, c'est le syrinx. Voilà, quand la voix devient syrinx. Syrinx, c'est la flûte de Pan. C'est-à-dire que c'est un continuum. C'est ce qu'on appelle le cri. Alors, le cri, c'est quoi l'opéra ? Au début, il ne fallait surtout pas de cri. Hein. Avec ce que je vous ai raconté, là. Surtout pas de cri. Il fallait qu'on comprenne bien la parole divine, etc. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Et puis alors, en 1607 à Mantoue, là, quand a lieu ce qu'on appelle le premier opéra, là. Enfin, c'est comme ça qu'on en parle. Hein. Bon. Ça fait partie de l'historiole de l'opéra. Hein. Moi, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est pas le problème. Hein. Bon. C'est ce qu'on enseigne, ça. Hein. Bon. C'est ce qu'on pense. Il faut bien aussi qu'il y ait des choses qui soient définies, parce que cette histoire-là, quand on monte, là, justement, comme, hein, c'est ce qui était reproché aux voix de femmes. Hein. C'est liquide. Ça se répand comme ça, il n'y a plus de limite, on ne sait plus ce qu'on chante. Hein, quand on va dans les autres, on ne sait plus ce qu'on chante. C'est pas qu'il y a plus de sens, d'accord. Hein, vous voyez là, hein, le lachiré, là, latin, la cif, et toutes ces représentations du féminin, lascivité. Et puis la lascivité, évidemment, c'est pas loin de la luxure, luxurius. Hein. Il y a tout ça, toutes ces représentations-là qui apparaissent. Hein. C'est sans doute pour ça qu'évidemment, ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas sur la scène. Oh, il y a quand même des femmes qui chantent, évidemment. Hein. Et puis alors, voilà, c'est le 18e. Au début du 18e, c'est le siècle des Lumières, entre autres. C'est le fait que quand même, il y a toujours comme ça, ce qui est passé comme ça en contrebande, là, un petit peu, là, il faut bien le rétablir. Hein. Puis là, je veux bien rejoindre Lacan, là, quand il parle, justement, dans ce séminaire là, du 8 mai 73. Il dit, finalement, vous savez, l'histoire de l'art, c'est pas du tout ce qu'on raconte. Hein. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'art, sauf. Bon, alors, il a amené son truc, comme ça, c'est venu, là. Hein. Il a parlé du dimanche, il a parlé de la pensée qui est du côté du manche, hein, et le pensée qui est de l'autre côté. Bon. Sauf si on fait un tour de manche. Voilà. Mais l'art, c'est ça, c'est d'arriver à faire un tour de manche. Mais c'est un peu ça que j'essaie, moi aussi, parce que ça m'a tourneboulé, cette affaire, évidemment, hein, ce truc-là.
Donc, est-ce qu'il y aurait, c'est ça un peu que je disais, est-ce qu'il y aurait, c'est ça un peu le chant de la jouissance, hein, on peut l'écrire comme on veut, chant, évidemment, là. Est-ce qu'il y aurait finalement, hein, parce que Lacan, il va lancer son truc, là, il n'y a pas de rapport sexuel, hein. Évidemment, on n'a rien compris, hein. Bon, parce que le rapport, c'est quelque chose qui s'est écrit, hein, c'est pas, ça n'empêche pas de baiser, ça, hein, c'est pas le problème, hein, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un manque, il y a un réel. Hein. Mais paradoxalement, ce manque, hein, on peut prendre la bande de Mébius, ben c'est un plus. C'est un plus. Hein. Alors, il lance ça, puis après, il va revenir là-dessus, évidemment. Hein. Sauf dans ce moment-là, du Babil, là, hein. Et puis après, sauf dans le fantasme. Hein. Enfin, il faudra qu'on définisse le fantasme, évidemment, c'est pas moi l'autre. Hein. C'est articulé par une formule de Lacan, et se barrer moi son petit assez. Hein. J'en parlerai à propos de la scène, notamment, je dirais, extraordinaire, du final de Don Giovanni, la rencontre avec le commandeur. Évidemment, il n'y a pas, même si c'est comme ça, il n'y a pas comme ça Don Giovanni, et puis il n'y a pas le commandeur, même si c'est représenté comme ça. C'est Don Juan qui est là, puis derrière Don Juan, c'est Mozart, évidemment. Bon, on verra un peu comment ça peut se mettre en musique, hein, par les hommes de l'art. Eh bien, c'était ce tour de manche-là, ce truc-là particulier. Hein. Eh bien, je crois que c'est ça, finalement. C'est quelque chose comme ça, la voix du féminin. Ce qui fait justement qu'il y aurait d'être, il y aurait d'être que de couleur, l'homme couleur de femme, et la femme couleur d'homme. Ça veut dire que finalement, c'est pas du tout le fait qu'on soit évidemment, qu'on soit comme ça, bisexuel, hein, ou homosexuel, tout ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est simplement que, alors on peut en dire un petit quelque chose, hein, Lacan il nous aide, là, qu'il y a eu un moment, ah oui, parce que si on sort un peu comme ça du génome, hein, mais il faut y être allé là-dedans, hein. C'est comme toute chose. Si on n'y va pas, on ne peut pas en sortir. Hein. De toutes ces connaissances, hein, c'est comme il dit, là, faire le coït avec le monde, là, avec le monde de la connaissance. Hein. Eh bien, la voix, ça vient de... Je ne sais pas si ça vient, mais ça a à voir avec le fait qu'à un moment, ça ne se définit pas comme ça, mais c'est la rencontre entre ce qu'apporte la voix, justement, la voix de la mer, là, et notamment ce trumin, hein, ce composé trinitaire, hein, qu'elle est, hein, de réel, de symbolique et d'imaginaire. Et bien d'emblée, il entend quelque chose, lui, hein, évidemment. Et avec ça, eh bien, il va faire ce qu'on appelle un choix forcé, qui fait que qu'il soit homme ou femme, d'après les chromosomes, d'après les caractères sexuels, primaires, secondaires. Les secondaires, ils sont secondaires quand même, ils ne sont pas primaires, hein, ils sont secondaires. Bon. Eh bien, qu'il fasse ça comme ça, il y a autre chose, il y a un plus. C'est ça la couleur. Et vous savez, dès qu'il s'agit de couleur, on voit bien ça en musique, hein, ça s'appelle le chromatisme, attention, hein, ça rigole pas. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Dès que vous parlez de la couleur, vous arrivez à Wagner, notamment. Finalement, d'ailleurs, on ne peut pas parler d'opéra sans parler de Wagner. Hein. Ça, je vais en parler pas mal, parce que c'est avec Wagner, effectivement, que dans l'opéra,
Et Wagner, il vient un peu après Mozart. Hein. Alors, ce qui est étonnant quand même, hein, c'est ça un peu là je brode comme ça. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, on pourrait presque dire, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a quand même le cri d'Eurydice là, dans l'Orphée, en 1607 à Mantoue, là, hein. Une femme, c'est un castrat hein, qui est là pour la première à Mantoue, puis c'est un religieux même, c'est un castrat, je ne sais plus son nom, enfin c'est bon. Mais, bon, je vais encore dire ça, parce que ça montre bien un petit peu, ça fait partie des trucs. Bon, les castrats, hein, bon, les Français, ils n'aimaient pas bien ça. Hein. Pourquoi ? Parce que là, en France, il y a la parole du roi, Louis XIV notamment, etc. Tout doit être défini. On a construit Versailles de telle façon que s'il y en a un qui se manifeste, on puisse le voir, etc. Pas question de tuer le roi. Enfin, c'est tout organisé, c'est défini. Il n'y a pas du tout de liquidité là. Il faut que tout soit clair et net. Bon. D'ailleurs, ils les appelaient les chapons, hein, les castrats, les Français. Hein. Et finalement, ils pouvaient chanter essentiellement à la chapelle royale, donc à Versailles. Et puis dans un cadre très religieux. Hein. En Italie, ce n'était pas tout à fait comme ça, hein, évidemment. Hein. En Italie, ils ont fait les choses autrement. Hein. Puis vous savez, il y a toute cette histoire-là. Puisqu'on est là, on est dedans, hein, la querelle des bouffons. Hein. 1752, là. La querelle des bouffons. Ouais. Eh bien, c'est aussi l'histoire de Rameau, hein, et puis de Rousseau. Hein. Les Français, finalement, ils restaient dans la parole, c'est-à-dire dans le compréhensible, dans l'articulable. Et les Italiens, ils partaient justement dans ce qui n'était pas articulable. Alors, évidemment, il y a une sorte de choses, mais enfin, quand ça a eu lieu, là, à propos de la Serva Patrona de Pergolèse, là, à Paris, eh ben, il y avait le coin du roi puis le coin de la reine. La reine était italienne, le roi était français, donc ils sont bouffés le nez un petit peu, c'est le cas de le dire, hein, les bouffons. Là. Pourquoi ? Parce que c'était à l'occasion d'un opéra, donc qui était un opéra bouffa, hein, Serva Patrone, là. Et puis finalement, ça a donné ce que ça a donné, ça n'a pas changé grand-chose, mais surtout est arrivé après Mozart, entre autres, oui. Alors, donc les siècles des Lumières, tout ça, puis une certaine, comme ça, je ne sais pas bien, on ne peut pas bien dire comme ça, on va dire comme ça, un certain niveau de pensée a fait que progressivement, les castrats, ils sont passés à la trappe. Alors c'est Léon XIII, en 1903, qui a, on pourrait dire, enterré les derniers, hein, à la chapelle Sixtine. Et puis voilà, qu'est-ce qui reste ? Il reste quand même que le castrat, c'est pas une voix de femme, c'est une voix d'homme, bien sûr. D'ailleurs, dans ce qu'il chantait, c'était en général des personnages qui étaient des hommes qui avaient un grand pouvoir. Hein, c'était des rois, c'était des empereurs, c'était pas du tout des... Hein. Mais alors, évidemment, ça emportait l'auditeur, là. On ne sait où. Ça pose la question, justement, de ce qui advient quand on part dans les hauteurs. Et c'est vrai que quand on se met à chanter en haut, c'est sûr que c'est l'animal qui chante. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une compression abdominale, il faut descendre le thorax, il faut comprimer, tout ça, il faut faire de la compression pour que ça arrive. Bon. La langue, il faut qu'elle fonctionne d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas qu'elle obstrue l'orifice. Bon. Donc il faudra tout remettre en route, les ATM, hein, articulation temporomaxillaire, parce que tout ça, ça s'est figé, hein, évidemment. De même que c'est figé toute la respiration abdominale avec tous les trucs que nous a serrés dans les machins, etc. Bon, enfin ça c'est la culture. Hein. Et bon, donc, c'est quelque chose d'assez fascinant, bien sûr, de se rendre compte qu'à un moment, tiens, ah oui, ça marche autrement. Et quand on sort le contrut, lorsqu'on a une femme, si on chante la Reine de la Nuit, le contrefa, là, bon, premièrement, on n'entend pas bien, hein, évidemment. On se demande comment ça casse pas là, à l'intérieur du truc. Là.
Et puis alors, là on peut revenir au banquet de Platon, là. Il faut que ça soit bien présenté parce que c'est un cri. C'est un véritable cri. Les agalmas, là, galmata, là, c'est un cri, c'est un joyau. C'est Wagner, on en parlera, qui peut nous permettre d'avancer dans cette direction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une belle enveloppe, un silène comme ça, qui le rende beau, oui, mais beau. Beau, Rilke, il raconte ça en 1902-1903, là, aux élégies de Duino, là, le beau est le commencement du terrible. Donc c'est ça un peu cette histoire de, il n'y a pas de désir de savoir, c'est plutôt l'horreur du savoir. Alors pourquoi ce serait l'horreur, le cri? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas le fait que justement là, on est complètement paumé dans l'organe sexuel? On ne sait plus ce que c'est qu'un organe, finalement. Il y a quelque chose. Et ce qui est évident dans le cri, quand on sort le truc, là, parce qu'en plus, si vous le sortez là, contre, je ne sais pas quoi, là au-dessus, là, il faut le tenir. Parce que si vous faites de le sortir, et vous allez le tenir si tout se détend, si tout fonctionne autrement, si vous êtes à peu près sûr qu'il va sortir. Enfin, moi, ça me rappelle des trucs quand je joue au foot. Bon, j'en dirai un mot un de ces jours de ça. Mais quand on dribble, c'est pas de la rigolade. Si vous dribblez au football, il ne faut pas vous occuper de l'adversaire, parce que sinon vous êtes foutu. Vous partez tout seul, puis la balle vous suit. C'est à peu près ça, quoi. Regardez Mbappé, comment il fait. Bon. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose, là, au niveau du corps, que, dans cette opération particulière, qui relève du féminin. Alors, après, évidemment, Wagner, on parlera du cri de Kundry, là, la fin Parsifal, et puis après, tout va un petit peu se déliter, heureusement, c'est-à-dire le liquide va apparaître. Après Wagner, c'est la musique atonale, là. Schoenberg, Berg. Et puis, je vais m'arrêter. Et puis, le fait que... Parce que Schoenberg, évidemment, il est croyant, il a du mal, Dieu sait si c'est pas facile. Puis il a fait un opéra, notamment Moïse à Aaron. C'est tombé à un moment, il en était au deuxième acte, en 1932, il est parti, il a fui le nazisme, et puis il s'est arrêté. Le dernier acte, c'est à Barcelone, alors on raconte, évidemment, je n'étais pas là. Je n'étais pas encore là. On raconte qu'à la terrasse d'un café, il a écrit les dernières paroles avant de partir. C'est pas rien ce qu'il a écrit. C'est de l'allemand. O Wort. Du Wort. Das mir fällt. Ça veut dire. Et après ces mots-là, il y a un long accord aux cordes de fa dièse, et ça s'arrête là-dessus. Au Wort, au mot. Alors moi je dirais plutôt aux paroles, avec tout ce qu'on sait de la structure de la parole. Alors, il exagère un peu, mais enfin c'est ce que dit Moïse. Bon, alors il y a toute l'histoire. Bon. Alors c'est marrant parce que Moïse, qui est le représentant divin, il ne chante pas, il parle. Celui qui chante, c'est Aaron. Et qui change tout le truc. Et Das mir fällt, toi qui me manques. Alors on a dit, finalement, il faut finir cet opéra. Il manque un acte. Il n'a jamais pu le finir. Il n'est jamais revenu dessus. Jamais. Il a vécu au moins 20 ans aux États-Unis. Il a fait beaucoup de... Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire à partir de là. Quoi. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Alors je vais finir un peu sur... Puisque c'est pour en faire l'éloge, là, l'éloge du là. Ça se passe au XIIe siècle. La Sibylle du Rhin, on l'appelle. Hildegard von Bingen. Alors c'est une fille de...
la bourgeoisie, peut-être même de l'aristocratie, enfin de bon, qui naît et qui, à l'âge de 7 ans, va entrer au noviciat, peut-être très tôt, hein, en Rhénanie, à côté de Mayence, dans une institution, pourquoi pas, on peut y aller là, dans une institution bénédictine. Elle est douée, à 16 ans, elle prend le voile, là, hein. Puis à 35 ans, elle est supérieure. Et elle va fonder, comme ça, différentes institutions, un peu comme les psychanalystes, là. Mais c'est une femme. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est particulièrement douée. C'est-à-dire qu'elle sait quelque chose, je dirais, de la jouissance phallique. On dirait. Elle sait quelque chose de cet homme-là. De cet homme qui rêve, là. Ouais, elle rêve un peu, hein, comme dit Lacan, on a le droit de rêver, elle rêve un peu, mais... Alors d'emblée, dès qu'elle... Très jeune, c'est un peu comme Casanova, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Parlons un jour de Casanova. Différencier Casanova, Don Juan. Hein. C'est pas pareil. Hein. Casanova, vous savez, je vais vous dire un mot, vous savez, Casanova, quand il est jeune, il va pas bien du tout. Hein. C'est-à-dire son corps, il est malade. Hein. Il saigne, notamment. Puis un jour, sa mère, elle s'en foutait un peu de lui. Hein. Sa mère, c'est pas elle, ça... Je ne sais pas si c'est sa grand-mère, enfin quelqu'un, là va l'emmener voir une sorcière, et puis hop. Ben, tout ça va s'arrêter. Bon, alors je reviens à Hildegarde. Donc elle est malade assez souvent. Et alors, il y a 3 choses. Là, elle va souvent faire référence à la Trinité, d'ailleurs. Hein. Il y a 3 choses. Elle a des visions. Bon. Deuxièmement, elle écrit. Alors elle écrit des trucs sur la médecine, sur la poésie, sur la physique. Et puis il y a des moments, elle a du mal à trouver les mots, alors elle fait appel à quelqu'un. Il faut écrire en latin, c'est pas toujours facile. Hein. Et puis alors la troisième chose, c'est qu'elle compose de la musique. C'est bien quasiment la première femme, peut-être même la seule femme qui fait de la musique, qui aura composé de la musique sacrée. Alors, au moment des visions, parce que tout est là, hein, le problème, ça rigole pas à ce moment-là. Hein. Je dirais elle en sait un petit bout quelque chose de ce que c'est que les hommes, là, hein, justement. Elle s'y prend très bien, parce que quand elle a des visions, elle est malade, ça va pas bien du tout, hein, évidemment. Hein. La jouissance, là, ça carbure, la jouissance. Hein. Et alors elle va dire que elle est douée. Hein. Elle va dire que les visions, ça ne vient pas d'elle du tout. Ah oui, le langage là, ça vient de l'extérieur. Hein. Et puis il n'y a surtout pas d'extase. Hein. C'est surtout pas une transe. Hein. Il n'y a pas de choses comme ça, pas du tout. Hein. Son corps, il n'est pas du tout possédé, tout ça. Bon, elle connaît tout à fait la musique, c'est le cas de le dire. Hein. Alors du coup, l'attention va être détournée. On va dire que ce n'est pas tellement les visions qui sont importantes, mais c'est d'où ça lui vient, les visions. Oui, c'est ça le truc. Donc elle est dans une direction, là. Hein. Alors, évidemment, il y a un moment, là, il y a un pape qui va réunir un synode. Hein. Pas tout à fait un concile, mais c'est quand même déjà pas mal. Hein. Et puis heureusement qu'il y a Bernard de Clairvaux qui est là pour la soutenir, parce que je crois qu'elle n'aurait jamais pu... elle aurait peut-être passé la casserole, justement. Enfin, comme il a beaucoup d'autorité, finalement, on va lui dire elle peut quand même diffuser ce qu'elle a écrit. Bon. Et alors, là, on voit bien comment les choses se passent. Hein. Et alors, après sa mort, c'est comme ça que ça se passe, en général, hein. On laisse les gens mourir. Hein. Sous différents papes, à 4 reprises, on va la proposer à la canonisation.
et bien chaque fois on va trouver un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose. Et notamment ce quelque chose, c'est que ça ne devait pas faire bien, notamment pour nous. Ça fait penser au néologisme de Lacan, ça. Hein. Quand elle écrivait, on a parlé à son propos d'une singulière, c'est-à-dire d'une personnelle, glossolalie. Il y a des moments où les mots, justement, dans la parole, les mots, j'ai pas pu trouver ces textes, mais ça c'est pour vous donner une illustration, mais je crois tout à fait à la personne, mon ami Michel Poisac, qui a beaucoup écrit là-dessus, hein, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, qui a fait une analyse, une psychanalyse, et puis qui a beaucoup écrit sur l'opéra. La plupart des choses, beaucoup de choses que je vous dis, c'est... Moi, je l'avais invité à mon séminaire il y a une vingtaine d'années, et c'est un passionné d'opéra, voilà, passionné d'opéra. Bon. Et donc, il y a quelque chose là, vous voyez, comment on peut appeler ça? Il y a quelque chose du langage, comme ça, qu'elle entendait. Voilà. Bon, ben c'est ça, c'est que ce sera ça un petit peu je vais m'arrêter là-dessus, c'est-à-dire l'importance, effectivement, de cette voix du féminin qui nous introduit au fait que ce n'est pas du tout complémentaire. Il y a quelque chose de supplémentaire, une jouissance supplémentaire. Hein, c'est comme ça que Lacan en parle. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir écouté.